À plusieurs kilomètres sous la surface, il existe des choses que le grand public ne voit jamais. On nous laisse croire que nous connaissons déjà les profondeurs de la Terre, que les cartes sont complètes, que les satellites ont tout révélé et que les endroits pour les plus reculés ne cachent plus rien d'important. Pourtant, certaines personnes affirment que des gouvernements savent de beaucoup plus que ce qu'ils acceptent de reconnaître. Et si une partie de cette connaissance se trouvait tout au bout du monde, dans un lieu que l'on nous présente depuis toujours comme un désert blanc, silencieux et presque vide, l'Antarctique, un continent immense, glacé, isolé, où il n'y a ni forêt, ni villes ordinaires, ni vie sauvage comparable à celle que l'on trouve ailleurs. Pendant certains mois, le soleil refuse de se coucher. À d'autres périodes, l'obscurité semble avaler l'horizon. Depuis l'enfance, on nous répète que cette terre n'est qu'un royaume de glace, de vent et de manchots. Rien de plus, rien qui pourrait bouleverser notre compréhension de l'histoire humaine. Mais avant d'aller plus loin, dites-moi en commentaire ce que vous pensez déjà de l'Antarctique. Est-ce que simplement un continent scientifique ou pourrait-il cacher quelque chose que nous ne sommes pas censés voir? Et si vous aimez ce genre de mystère, abonnez-vous. Car cette histoire devient beaucoup plus étrange à mesure qu'on descend sous la glace. Tout commence lorsque des récits apparaissent au sujet de zones interdites, de structures étranges et de chambres souterraines qui se trouveraient à plusieurs kilomètres sous la surface gelée. Certains explorateurs, anciens militaires et techniciens auraient mis parler de formes qui ne ressemblaient pas à des formations naturelles. Des cercles visibles dans la glace, des alignements trop réguliers, des motifs donnant l'impression qu'une immense installation avait été dissimulée sous le continent. Et c'est là que la question devient troublante. Si l'Antarctique n'est qu'un désert glacé, pourquoi certains témoins parlent-ils de constructions d'entrées cachées et de secteurs surveillés? Pourquoi certaines zones seraient-elles si difficiles à approcher? Pourquoi des récits semblables reviennent-ils encore et encore, venant de personnes qui ne se connaissaient pas forcément? Peu à peu, l'Antarctique cesse d'être seulement un lieu de recherche scientifique. Il devient, dans ces témoignages, un territoire protégé par le silence. Un endroit où la découverte ne serait pas le vrai problème. Le vrai problème serait plutôt ce qui aurait été trouvé, puis gardé à l'écart du reste du monde. Et au centre de cette énigme, un nom revient souvent. Linda Moulton Howe. Formée à l'université Stanford, elle n'était pas une journaliste ordinaire. Avant d'être associée au grand mystère, elle avait travaillé sur des documentaires sérieux concernant l'environnement, les dangers des radiations et la santé publique. Elle avait même reçu plusieurs Emmy Awards régionaux. Mais en 1981, son documentaire A Strange Harvest changea complètement la direction de sa carrière. Le film enquêtait sur d'étranges morts d'animaux dans le Colorado. Au départ, cela ressemblait à une simple investigation locale. Pourtant, plus Linda avançait, plus elle rencontrait des personnes affirmant connaître l'existence de programmes militaires classifiés. Certains anciens responsables auraient commencé à lui parler discrètement de sujets dont le public n'avait jamais entendu parler. Et parmi tous ces récits, un endroit revenait constamment, l'Antarctique. C'est ainsi que commença une recherche qui allait durer des décennies. Au fil des années, des dizaines de personnes prirent en contact avec Linda Moulton Howe, mais selon elle, les témoignages les plus marquants venaient de plusieurs anciens membres des Navy Seals américains. Elle expliquait qu'elle n'acceptait pas n'importe quelle histoire. Elle disait avoir vérifié leurs dossiers, leurs antécédents militaires et même certains détails liés aux missions qu'ils prétendaient avoir effectuées. Et lorsqu'ils parlaient de l'Antarctique, quelque chose dans leur récit semblait trop précis pour être ignoré. Pendant près de 40 ans, Linda s'est intéressée à des sujets que la plupart des journalistes préféraient éviter. Mais ce qui rendait son parcours particulier, c'est qu'elle ne cherchait pas toujours ces mystères. Très souvent, ce sont eux qui semblaient venir à elle. Des agriculteurs l'appelaient parce que les autorités ne prenaient pas leurs témoignages au sérieux. D'anciens militaires la contactaient discrètement après leur retraite, lorsqu'ils estimaient avoir un peu moins à perdre en parlant. Et peu à peu, un détail commença à l'inquiéter. Les personnes qui lui parlaient venaient de milieux complètement différents. Certaines vivaient dans des États éloignés les uns des autres, d'autres avaient travaillé dans des secteurs totalement opposés.
Pourtant, beaucoup décrivaient des éléments similaires. Personne ne semblait posséder toute l'histoire, mais les fragments qu'ils partageaient ne se contredisaient presque jamais, comme si chacun détenait une petite pièce d'un immense puzzle. Plus Linda s'éloignait du journalisme traditionnel, plus la pression autour d'elle augmentait. Certaines chaînes de télévision commencèrent à prendre leur distance, les invitations à des conférences devinrent plus rares. Même plusieurs collègues avec qui elle travaillait depuis longtemps cessèrent progressivement de vouloir être associés à ses recherches. Malgré cela, elle répétait toujours la même chose. Certaines informations ne pouvaient pas encore être révélées publiquement, non pas parce qu'elles étaient fausses, disait-elle, mais parce que les personnes qui les lui avaient confiées étaient encore vivantes, encore liées par des accords de confidentialité et toujours effrayées par les conséquences possibles. Linda affirmait également avoir vu des choses qu'elle n'avait pas été autorisée à filmer. Elle disait avoir été conduite dans des lieux dont elle ne pouvait même pas révéler le nom. Mais ce qui la troublait le plus, c'était l'absence de menaces directes. Personne ne lui criait dessus, personne ne la menaçait ouvertement. À la place d'où elle recevait des avertissements calmes, presque froids. Le genre d'avertissement qui fait comprendre qu'il n'est pas nécessaire de prouver son pouvoir pour être pris au sérieux. Et au milieu de tout cela, un mot revenait encore et encore. L'Antarctique. Mais pas l'Antarctique montré dans les documentaires touristiques remplis de glace, de manchots et de stations scientifiques, non. Celui dont parlaient ces témoins semblait très différent. Un territoire associé à des espaces aériens restreints, à des accords internationaux opaques et, selon certains récits, à une activité militaire bien plus importante que ce que les gouvernements reconnaissent officiellement. Linda Moulton Howe déclara un jour qu'elle avait vu des photographies montrant d'étranges silhouettes humanoïdes. À plusieurs reprises, elle évoqua des structures inhabituelles, des technologies paraissant beaucoup trop avancées pour leur époque, ainsi que des découvertes gardées secrètes dans des installations classifiées. Selon elle, accéder librement à l'Antarctique était presque impossible. Chaque déplacement y serait surveillé avec une attention extrême. Elle affirmait également que certaines images satellites étaient volontairement floutées ou publiées avec de longs retards. Des pilotes et des ingénieurs lui auraient confié avoir reçu l'ordre de modifier soudainement leur trajectoire de vol après avoir aperçu quelque chose d'étrange sous eux. Et lorsqu'ils posaient des questions, on leur répondait simplement de continuer leur mission sans chercher à comprendre davantage. Pris séparément, ces témoignages peuvent sembler insignifiants. Mais lorsque des récits similaires reviennent pendant des années, provenant de personnes différentes, l'Antarctique commence à apparaître sous un autre jour. Ce n'est plus seulement un continent glacé, cela devient un lieu entouré d'un immense secret. Linda insistait souvent sur un point. Selon elle, les informations qu'elle recevait ne provenaient pas d'Internet ou de simples théories de conspiration. Elle affirmait que beaucoup de ces sources étaient d'anciens militaires, techniciens ou responsables directement liés à des opérations classifiées, et presque tous imposaient les mêmes conditions avant de parler. Aucun enregistrement, aucun vrai nom, aucune information permettant de les identifier. Publiquement, certains anciens militaires racontaient qu'il existait près du pôle sud des zones où les avions ordinaires n'avaient absolument pas le droit d'entrer. L'une de ces sources aurait même décrit une région entière considérée comme une zone d'exclusion totale. Vu du ciel, l'endroit ressemblait à une immense ouverture dans la glace, presque comme un passage descendant profondément sous le continent. Et c'est là que les récits deviennent encore plus troublants. Selon plusieurs témoignages, certaines équipes se seraient descendues sous la glace et auraient découvert des salles gigantesques creusées dans une roche volcanique noire ressemblant à du basalte. Ces chambres auraient été si vastes qu'une personne marchant sans s'arrêter aurait eu besoin d'environ 15 minutes pour traverser une seule pièce d'un bout à l'autre. Le plafond se serait élevé à près de 80 pieds de hauteur. Mais le détail le plus étrange était ailleurs. Il n'y aurait eu aucun pilier de soutien. À l'extérieur, les températures descendaient largement, sous les 40 degrés négatifs. Pourtant, à l'intérieur de ces espaces souterrains, les conditions auraient été complètement différentes. Les témoins affirmaient que la température est restée stable entre 68 et 72 degrés Fahrenheit, comme si un système invisible contrôlait entièrement l'environnement. Et l'étrangeté ne s'arrêtait pas là. Les murs auraient été couverts de milliers de symboles gravés avec
avec une précision presque impossible à expliquer. Certains spécialistes auraient retrouvé des ressemblances avec des caractères mayas. D'autres auraient remarqué des similitudes avec des écritures de l'Égypte ancienne. Pourtant, aucun symbole ne correspondait parfaitement à une langue connue. Le plus inquiétant concernait la perfection de ces gravures. Chaque marque semblait avoir exactement la même profondeur, aucun défaut, aucune trace d'outil, aucune rayure laissée par une machine. Certains scientifiques auraient même admis que produire des inscriptions aussi parfaites avec des méthodes normales semblait presque irréalisable. Selon certains témoignages, la pierre ne semblait pas avoir été gravée de manière classique. Les personnes qui auraient observé ces murs expliquaient que cela ressemblait davantage à une modification directe de la structure de la roche elle-même, comme si l'information n'avait pas été sculptée dans le basalte, mais intégrée à l'intérieur de la matière grâce à une technologie inconnue. Et si ces récits étaient vrais, alors la question devenait immense. Qui aurait pu posséder une telle technologie il y a des siècles, voire des milliers d'années? Et surtout, pourquoi le monde n'en aurait-il jamais entendu parler officiellement? Les personnes ayant parlé de ces supposées missions secrètes en Antarctique ne décrivaient pas seulement des structures souterraines. Elles racontaient également les méthodes inhabituelles utilisées pour y accéder. Certains affirmaient que leur voyage commençait à bord d'un porte-avions militaire perdu au milieu des eaux glacées. Depuis ce navire, des hélicoptères d'Égypte les transportaient vers une base isolée installée sur la glace. Ensuite, ils auraient donc parcouru des heures dans des véhicules spécialement conçus pour les terrains polaires, avançant lentement à travers des tempêtes de neige et des étendues totalement désertes. Puis, ils atteignaient enfin un glacier particulier. Selon ces récits, une entrée de forme octogonale aurait été cachée sous la glace, une ouverture menant vers les profondeurs du continent. D'autres témoins racontaient que quelque chose d'encore plus étrange. Ils prétendaient être entrés dans ces installations par sous-marin. Leur appareil aurait plongé sous une immense couche de glace avant de pénétrer directement dans une cavité située sous l'Antarctique, sans utiliser de système d'écluse traditionnel. Dans des conditions normales, une telle manœuvre semblerait presque impossible à ces profondeurs. Pourtant, ce qui troublait le plus Linda Moulton Howe n'était pas seulement le contenu de ces histoires, c'était la manière dont elles étaient racontées. Les témoins ne semblaient ni excités ni terrifiés. Ils ne parlaient pas comme des personnes cherchant à inventer une histoire spectaculaire. Leur ton restait calme, méthodique, presque technique, comme un pilote expliquant les commandes d'un avion ou un ingénieur décrivant le fonctionnement d'une machine. Ils se souvenaient des températures exactes, des dimensions précises des salles, des trajets empruntés, des matériaux présents sur les murs, et selon Linda, les détails restaient remarquablement cohérents d'un témoignage à l'autre. Pourtant, malgré toutes ces affirmations, aucune preuve officielle n'a jamais été rendue publique. Aucun rapport confirmé, aucune vidéo nette, aucun document irréfutable, seulement des témoignages transmis lentement, parfois après des décennies de silence. Et c'est précisément ce qui rend cette histoire si fascinante, parce que la science reconnaît déjà qu'il peut exister d'immenses espaces cachés sous l'Antarctique. Des activités volcaniques souterraines et des couches de glace épaisses pourraient naturellement dissimuler d'énormes cavernes. Des lacs entiers ont déjà été découverts sous plusieurs kilomètres de glace. Alors lorsque des personnes ayant des formations militaires ou techniques racontent des histoires similaires pendant des années, certaines questions apparaissent inévitablement. Si tout cela est faux, alors il s'agirait probablement de l'une des histoires inventées pour les plus complexes et les mieux entretenues de notre époque. Mais si seulement une petite partie de ces récits est vraie, alors les conséquences pourraient être immenses. L'Antarctique ne serait plus seulement un désert glacé oublié du monde, il deviendrait un immense coffre verrouillé contenant peut-être une partie cachée de l'histoire humaine. Et c'est à partir de ce moment que les critiques commencèrent à s'attaquer de plus en plus à Linda Moulton Howe. Beaucoup de personnes lui posaient toujours la même question. Si elle possédait réellement autant d'informations, pourquoi ne parlait-elle pas plus clairement? Pourquoi attendre aussi longtemps? Était-elle sincère? Ou simplement en train d'alimenter une histoire impossible à vérifier? Mais Linda répondait presque toujours de la même manière. Selon elle, son silence n'était pas lié à l'absence de preuves. Il était lié au risque encouru par les personnes qui lui avaient parlé. Elle expliquait que plusieurs de ses sources avaient travaillé dans des programmes sensibles et savaient parfaitement ce qui pouvait arriver à quelqu'un qui franchissait certaines limites.
Et ce qui rendait cette situation encore plus inquiétante, c'est qu'il n'y avait presque jamais de menace directe. Personne ne lui disait explicitement de se taire et il n'y avait pas de scène dramatique comme dans les films. À la place, une autre forme de pression apparaissait, une pression discrète, invisible pour les gens de l'extérieur, mais suffisamment forte pour faire comprendre qu'il existait des sujets qu'il valait mieux ne pas explorer trop profondément. Parfois, quelqu'un lui conseillait calmement de ralentir ses recherches. Parfois, certains financements disparaissaient soudainement. Parfois, des remarques indirectes concernant la famille ou les proches étaient glissées dans une conversation ordinaire. Et parfois, des carrières entières semblaient soudainement s'effondrer sans explication claire. Jamais de menace ouverte, mais suffisamment de signaux pour faire comprendre qu'une vie normale devenait beaucoup plus simple lorsqu'on choisissait le silence. Et dans un endroit comme l'Antarctique, cette pression prend une dimension encore plus forte. Là-bas, tout dépend du système autour de vous. Les transports, les ravitaillements, les communications, les autorisations. Peut-être si quelqu'un est exclu du réseau logistique au milieu du continent glacé, il peut réellement se retrouver isolé du reste du monde. C'est pour cette raison que beaucoup comprennent immédiatement le message sans qu'il soit nécessaire de le répéter. Des années plus tard, plusieurs anciens responsables et témoins commencèrent malgré tout à parler. Et ce qui frappait Linda, c'était que beaucoup décrivaient exactement les mêmes émotions. La peur, la culpabilité et surtout l'impression d'avoir gardé le silence trop longtemps. Beaucoup attendirent la retraite avant de s'exprimer. D'autres ne commencèrent à parler qu'après une maladie grave ou en vieillissant, lorsqu'ils réalisèrent qu'ils n'avaient plus grand-chose à perdre. Car en réalité, la plupart des gens ne cherchent pas à devenir des héros. Ils choisissent leur famille, leur travail, leur sécurité. Et probablement que presque n'importe qui placé dans la même situation ferait exactement la même chose. Parce que certains systèmes sont construits de manière à faire ressentir la vérité comme un danger capable de détruire toute une existence. Mais selon plusieurs témoins, une autre réalité finit toujours par apparaître. Le silence ne dure jamais éternellement. Avec le temps, ceux qui entretenaient autrefois cette atmosphère de peur prennent leur retraite, disparaissent ou perdent leur influence. Pendant ce temps, la technologie continue d'évoluer. Les satellites deviennent plus performants, les données circulent plus vite, les fuites deviennent plus difficiles à contrôler et peu à peu, certaines personnes commencent à se demander si garder le silence a réellement protégé quoi que ce soit ou si cela n'a fait que retarder l'inévitable. C'est pourquoi beaucoup de témoins répètent aujourd'hui une phrase particulière avant de mourir. Pour eux, ce n'est pas une formule dramatique, c'est presque une déchéance. Ils sentent que le temps avance désormais plus vite que leur peur. Et c'est précisément pour cela que certains veulent enfin laisser une trace de ce qu'ils disent avoir vu. Beaucoup de gens demandent encore aujourd'hui pourquoi ces témoins n'ont pas parlé plus tôt. Mais cette question oublie souvent une chose essentielle. Lorsqu'une personne est au milieu de sa carrière, elle a énormément à perdre. Sa réputation, son emploi, sa stabilité financière, la sécurité de sa famille et parfois même sa liberté. Avec les années, cette façon de penser change lentement. À mesure qu'ils vieillissent, certains commencent à croire que transmettre ce qu'ils savent devient plus important que continuer à le cacher. Et pour beaucoup, c'est exactement ce qui maintient le mystère de l'Antarctique vivant encore aujourd'hui. Parce que malgré toutes les histoires racontées depuis des décennies, le continent reste incroyablement difficile à explorer entièrement. Vérifier ce qui se trouve réellement sous des kilomètres de glace demeure extrêmement compliqué. Et c'est précisément ce qui laisse la porte ouverte à toutes les hypothèses. Mais une question continue de revenir sans cesse. Pourquoi des personnes issues de milieux totalement différents racontent-elles des détails aussi semblables pendant autant d'années ? Bien sûr, certaines histoires peuvent être exagérées, d'autres peuvent être fausses. La mémoire humaine n'est pas parfaite. Pourtant, pour ceux qui s'intéressent au sujet, la répétition constante des mêmes descriptions reste troublante. Des salles gigantesques sous la glace, des pierres noires parfaitement lisses, des températures impossibles dans un environnement polaire, des symboles inconnus, des zones interdites et une présence militaire plus importante que ce qui est officiellement admis. Dans cette histoire, le temps devient alors un élément crucial. Linda Moulton Howe et plusieurs de ses sources pensaient que certaines informations devaient être enregistrées avant qu'il ne soit trop tard. Dans un endroit aussi inaccessible que l'Antarctique, obtenir des preuves directes est extrêmement difficile. C'est pourquoi beaucoup estimaient
estimait qu'au minimum, les témoignages pouvaient être conservés pour les générations futures. Mais il existe aussi une autre raison pour laquelle certains commencent à parler davantage aujourd'hui. Le monde change rapidement, les glaces fondent lentement dans plusieurs régions de la planète. Les satellites modernes sont capables de voir des détails autrefois invisibles. Des chercheurs indépendants ont désormais accès à des technologies qui étaient réservées au gouvernement il y a seulement quelques décennies. Autrement dit, de cacher certaines choses devient de plus en plus difficile. Et peut-être que certains témoins craignent désormais une chose particulière, que la vérité sorte un jour sans eux, qu'elle apparaisse sous une forme incomplète, déformée, moquée ou utilisée sans contexte. Pour plusieurs d'entre eux, parler aujourd'hui n'est donc pas une confession spectaculaire, c'est plutôt une manière de reprendre le contrôle de leur propre récit. Comme s'ils disaient enfin, je raconte simplement ce que j'ai vu et désormais, je n'ai plus de raison de rester silencieux. Malgré cela, l'Antarctique continue de ressembler à un immense coffre fermé. Les couches de glace dissimulent toujours ce qui se trouve en dessous, empêchant toute réponse définitive, et c'est ici qu'apparaît probablement la question la plus importante de toute cette histoire. Que faut-il réellement penser des affirmations de Linda Moulton Howe ? Car ces déclarations n'étaient pas vagues. Elles ne parlaient pas seulement de sensations ou d'intuitions mystérieuses, elles donnaient des détails extrêmement précis, des dimensions exactes, des descriptions techniques, des températures stables, des types de roches bien particuliers. Autrement dit, elle décrivait des lieux physiques qui, en théorie, pourraient être vérifiés scientifiquement. Et c'est justement ce qui rend cette affaire si étrange. Parce qu'aujourd'hui, la science possède des outils capables de détecter des structures cachées sous la glace, des radars capables de traverser plusieurs kilomètres de glace, des analyses sismiques, des satellites thermiques. Grâce à ces technologies, les scientifiques ont déjà découvert des chaînes de montagnes entières, des lacs souterrains gigantesques et même des systèmes volcaniques cachés sous l'Antarctique. Alors si d'immenses chambres existaient réellement sous la glace, si certaines zones maintenaient naturellement une température stable entre 68 et 72 degrés Fahrenheit, si des entrées secrètes étaient dissimulées sous le continent, alors en théorie, des traces devraient pouvoir être détectées. Mais c'est précisément ici que le mystère devient encore plus compliqué, parce qu'à ce jour, aucune preuve publique incontestable n'est apparue, aucune photographie officielle, aucune carte radar confirmée, aucun échantillon de roche montrant des gravures impossibles, aucun rapport technique authentifié, et surtout, parmi les milliers de scientifiques internationaux travaillant chaque année en Antarctique, aucun n'a publiquement confirmé l'existence de telles structures, et cela représente un problème majeur pour cette histoire, car l'Antarctique n'est pas un territoire complètement vide. Des stations de recherche appartenant à plusieurs pays y fonctionnent en permanence. Des équipes scientifiques venues du monde entier y analysent le climat, les glaciers, la géologie et l'atmosphère terrestre. Les données sont partagées, les découvertes sont vérifiées, les résultats passent par des examens scientifiques rigoureux. Alors forcément, l'absence de confirmation officielle fragilise énormément ces récits. Mais en même temps, un autre argument revient souvent chez ceux qui continuent à croire qu'il pourrait exister quelque chose de caché. L'absence de preuves ne signifie pas toujours que quelque chose n'existe pas. L'Antarctique est immense, dangereux, difficile d'accès. Une grande partie du continent reste encore très peu explorée. Les conditions météorologiques extrêmes, l'épaisseur des glaces et les coûts gigantesques des expéditions rendent les recherches particulièrement compliquées. Et c'est exactement pour cette raison que le mystère ne disparaît jamais complètement. Parce que la frontière entre la science et la spéculation devient extrêmement fine. Finalement, chacun finit par se poser la même question. S'agit-il simplement d'histoires fascinantes ou de petits fragments d'une vérité encore inconnue ? Lorsque l'on regarde l'histoire, il est vrai que certains gouvernements ont déjà caché des projets majeurs pendant des années. Les programmes nucléaires, les avions furtifs ou certains systèmes de surveillance satellitaire ont longtemps été tenus secrets, malgré des opérations immenses derrière les coulisses. Durant la guerre froide, l'Antarctique n'était pas uniquement un territoire scientifique.
Plusieurs nations y entretenaient également des intérêts stratégiques et militaires. C'est pourquoi certaines personnes pensent que si une découverte inhabituelle avait réellement été faite là-bas, il ne serait pas totalement impossible qu'elle soit dissimulée au public, mais il existe aussi une autre réalité impossible à ignorer. Jusqu'à aujourd'hui, aucune preuve vérifiable de manière indépendante n'est venue confirmer les affirmations de Linda Moulton Howe. Pas de documents officiels, pas d'objets physiques, pas d'images irréfutables. Son récit repose principalement sur des témoignages anonymes. Et dans le domaine de la recherche sérieuse, le témoignage seul reste la forme de preuve la plus fragile. La mémoire humaine peut être influencée. Les souvenirs peuvent changer avec le temps. Et lorsqu'il devient impossible de vérifier les faits de manière indépendante, atteindre une conclusion définitive devient extrêmement difficile. Pourtant, malgré cela, un détail continue de troubler énormément de personnes, la cohérence des récits.